Radio. Christophe Bordet. Aïe 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 le corona, saleté de virus tu es pris. Aïe 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 le corona, tu gagneras pas je te le dis. Et même si on a Les pas vraies voix sur Sud Radio, et oui, aïe aïe aïe, le corona a remplacé Sous le soleil de Bodega des Négresses Vertes. Le chanteur s'appelle Benjamin, figurez-vous, et il habite à l'Est dans le Gard. Lui aussi, il est confiné. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris sa guitare, il a pris un micro, il s'est mis devant la caméra dans le jardin, et voilà ce que ça a donné. Vous pouvez le voir évidemment sur Internet. La vidéo tourne en ce moment et a été vue déjà des dizaines de milliers de fois. Comme il est dans le coin, tiens, à l'Est, dans le Gard, c'est chez nous, on le salue bien évidemment. Ça vous plaît, Philippe Bilger ? Ah, je trouve que la musique est belle et il donne de la gaieté au Corona, ce qui est tout de même un tour de force. Bah oui, vous avez raison, Philippe David, même topo. Ah, c'est pas mal, oui, c'est sympa. Bah, les Négresses Vertes, c'est assez festif quand même. Hein. Oui, à la base, oui. Les Négresses Vertes, c'est toujours festif. Sauf que là, ça fait du bien par les temps qui courent. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Philippe Rossi, vous êtes d'accord ? Ah oui, moi j'aime bien. C'est acoustique en plus, j'aime beaucoup la guitare. Ah bon, vous êtes très guitare, vous ? Ah bon ? Ah bah, je savais pas. Oui, j'en ai une chez moi. C'est bien, je l'ai pas encore ouverte, mais elle est chez moi. Ah oui, elle est pas ouverte, vous jouez pas, quoi. Voilà, c'est Toujours ça, dans j'ai la la guitare qui me cuisine, démange. Philippe. Oui, toujours dans la une cuisine qui est dans une salle à manger qui est face à une avenue déserte, voilà. Et vous faites au du moins pour thon une au fois. pain ce soir. Je suis un peu sourd, hein, Philippe, je vous ai pas entendu. Cette fois, il faut changer le tonotone de place. Du Ah, thon et puis si au Christophe pain part sans ou- votre voix, j'entendrai jamais. Hein. Ah bon ? On va pas y arriver. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas C'était grave. une Il y a une vraie voix. Il y a une vraie Christophe. voix qui est avec nous. C'est pas grave. Il y a une vraie voix qui est avec nous. C'est Laura Tenucci. Bonsoir. Ah bon ? Bonsoir. Oh là là, je sens le décalage. Je pense qu'on va bien s'amuser, ouais, sinon, on Laura. fait pas. Oh là. Elle est Oh plus là, que on va la jamais prendre au Bonnie téléphone, Tyler. Laura. Hein. Ça, c'est le problème. On est tous confinés les uns chez les autres Oui, avec écoutez, je change de du méthode, matériel, parce que- mais ouais, on va changer de méthode. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que déjà, on fait de la radio sans se voir, ce qui n'est quand même pas de tout repos. Hein, il faut quand même le dire. Et puis ensuite, on a des méthodes techniques plus ou moins différentes selon les uns et les autres. Et parfois, ça marche bien, parfois, ça marche moins bien. On va essayer d'arranger ça avec Laura Tenucci, bien évidemment. DJ Pif nous accompagne aussi. Et puis, antenne ouverte une nouvelle fois dans les vraies voix sur Sud Radio au 0826 300 300. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur la page Facebook de Sud Radio avec vos coordonnées. On vous rappelle bien évidemment, n'hésitez pas. Hein. Et puis la page d'entraide également, hein, Coronavirus, Sud Radio, Solidarité. Donc voilà, n'hésitez pas, les petits conseils, si on peut se partager quelques petites choses qui nous aident à mieux supporter ce confinement les uns les autres, ça serait pas mal. La solidarité entre nous, évidemment, c'est important. Le coronavirus et ses conséquences près de chez nous, direction. Allez, c'est parti, on part à Toulouse, l'Occitanie. Christine Bouillot, bonsoir. Hola, hola les amis, bonsoir les vrais voix. Hola, 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 hola. Bon alors Christine... Hola, hola. Christine, je sais que vous avez été très occupée ces dernières heures. D'abord parce que vous avez fait le tour des plages, donc c'est un tour de force quand même, alors que personne ne peut sortir. Christine a fait le tour des plages, donc c'est absolument extraordinaire. Vous êtes allé où j'ai des exactement ? J'ai fait Ouais. toutes les côtes. Alors je peux vous dire que Ouh là ce soir, là, tout mais, est fermé. Tout est fermé. Ah oui, bah oui. Tout est fermé, Bah oui. les préfets ont sorti l'artillerie lourde, comme on dit, tout simplement. Côte Aquitaine, côte méditerranéenne, maintenant la plage c'est terminé à partir d'aujourd'hui et de ce soir surtout. Petit coup de fil Alors que j'ai passé. c'est vrai qu'on a vu des plages bondées hein, quand même. Hein. Ouais, alors que c'était effectivement, interdit de sortir. c'est interdit de sortir. Donc, voilà, à un moment donné, comme personne ne respecte, la sanction tombe, un peu comme avec des enfants. On évalue tout simplement la sanction en fonction de ce qui se passe. J'ai eu le maire du Grau-du-Roi. Hein. Alors, le maire du Grau-du-Roi, Oui. on est dans le Gard. C'est la plage de l'Espiguette. Vous savez, cette grande plage, cette bande de sable tout près de l'estuaire du Rhône. Et il m'a dit, moi, hier, j'étais outré. J'ai vu des gens qui venaient des villages avec des chiens qui pique-niquaient sur la plage. Bon voilà, les gens n'ont pas compris que ce ne sont pas oui. des mesures ou des mesurettes que l'on a prises. Il faut vraiment rester confiné. Mais mon cher Christophe, mes chers vraies voix, l'interdiction des plages ne s'arrête pas là. Interdiction aussi de prendre son bateau. Les plaisanciers restent OK
au port et ne bougeront pas non plus. Ils doivent rester confinés. Et ça ne s'arrête pas là, puisque cet après-midi, la préfète de l'Aude a également pris, par exemple, un arrêté. Fini la cité de Carcassonne, c'est fermé au public. Fini le canal du Midi, c'est fermé au public. Fini les plans d'eau également qui pourraient servir de coin pour se balader. Tout ça, c'est interdit. Alors jusqu'à la fin du mois de mars pour l'instant. Et il y a une autre aussi surprise en enquêtant cet après-midi, c'est que en montagne aussi, eh bien la gendarmerie a fait remonter au préfet. Il y a des interdictions qui partent parce que par exemple le PGHM de Luchon me disait tout à l'heure que il trouve ça désolant de voir encore aujourd'hui des gens faire du ski de randonnée, du parapente, de l'escalade et de se retrouver. Alors non pas que ce soit interdit parce que la montagne vous ne pouvez pas l'interdire, mais simplement ce que essayent de faire passer comme message les gendarmes de haute montagne, c'est que vous vous cassez la jambe en montagne, eh bien vous sollicitez des moyens de secours et des moyens hospitaliers dont on a besoin absolument ailleurs. Par ailleurs, alors, pour lutter chez contre le vous, coronavirus, mais absolument. Donc, il est rappelé qu'il faut rester. Il y a eu des verbalisations, il y a eu des rappels au règlement encore hier, en tous les cas à la règle, pour demander aux gens de rester tranquilles. Bon, voilà, il faut absolument le dire et le marteler, Christophe, restez tranquille. Ne venez pas en faisant des choses, notamment en pleine nature, avoir le risque de vous blesser parce que vous allez surcharger des services d'urgence et des services hospitaliers, médecins. Mais oui, il n'y a pas 50 000 solutions, il faut rester chez soi. Voilà, on ne peut pas dire autrement. Et c'est pas de la propagande quand on dit ça, parce que je sais que certains ont tendance à être un peu complotistes sur les bords et à se dire que tout ça a été organisé par je vous, ne sais Christophe. qui. Non, pas spécialement moi, mais beaucoup d'autres. Et je pense que vu les circonstances actuelles, il faut quand même raisonner un petit peu, quoi. Voilà. Ouais, Donc si on nous demande de rester chez nous pour ne pas faire en sorte que ce virus continue évidemment de vagabonder et de nous rendre malades les uns les autres, il y a un moment où il faut aussi écouter ça. Je crois que c'est quand même important. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, mais moi je suis absolument effaré de voir que des gens continuent de se balader comme si de rien n'était. Voilà, c'est absolument invraisemblable. Moi, je suis effaré. Je vous approuve totalement. Parlez pas garçons, tous en même temps, s'il vous plaît, les amis. Laissez parler madame. Juste, je fais une aparté parce qu'on s'est posé la question quand on parle de l'activité physique. Le ministère des Sports a affiné sa communication, enfin, pourrait-on dire, sur ce que ça veut dire de sortir. Sur le jogging. Sur le fameux jogging, j'adore parce que la France se met à courir, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Tant mieux, il n'y a jamais eu autant de sportifs dans la rue. C'est vrai. En fait, la règle, c'est entre 1 et 2 km autour de chez soi. C'est-à-dire, vous faites le tour du pâté de maison. Alors, ça fait pas beaucoup, vous me direz, c'est toujours mieux que rien, parce que je ne sais pas si vous suivez scrupuleusement ce confinement, mais nous, à Sud Radio, on essaye de le respecter. C'est vrai que, par exemple, de sortir les poubelles, ça devient un événement dans la journée, par exemple. C'est vrai. Mais ça fait partie de la règle pour aider nos services de secours, aider ceux qui ont des fragilités sur le plan de la santé. On reste à la maison et on attend que ça passe et tout ira bien. Enfin voilà, c'est mon avis. Et on doit courir et pas marcher. Voilà, exactement. On doit. Oui, attention quand même, il faut courir. Il faut courir, sinon ça n'a pas de sens. Il faut courir. Ça n'a pas de sens. Si évidemment on a un motif impérieux pour marcher, mais il verbalise ceux qui se contentent de marcher pour le plaisir. Vous avez été verbalisé, vous, Philippe? Non, pas du tout. Parce que vous ne courez pas, vous. Moi, je ne cours pas, Christophe, mais je l'ai appris ce matin en entendant ça. C'est paradoxal, mais on doit courir. Il est fondamental bien sûr. Voilà. Laura qui est avec nous à nouveau au téléphone. Est-ce qu'il y a un nombre de kilomètres-heure minimum? Kilomètre-heure, je ne sais pas, mais en tout cas pas plus de 2 km maximum, a dit la ministre des Sports, autour de chez vous. Donc si jamais vous vous y remettez dans les prochains jours... Mais est-ce qu'on peut en faire 10, même si on respecte, vous voyez, le périmètre? Bien sûr. Faire des tours dans l'eau, des ronds dans l'eau. Faut pas que ça dure 107 ans quand même, je crois. Attention, Laura. Vous avez l'art de poser des questions délicates, Laura. Oui, alors Laura, vous êtes toujours confinée, vous, à Nice? Moi, je suis toujours confinée. Parce que forcément, vous avez le coronavirus. Moi, j'ai le coronavirus. Alors comment ça va d'abord? Comment ça va? Et vous savez, là, on le disait dans le flash info juste avant qu'on commence les vraies voix. Du professeur Raoult. Voilà. Et moi, j'ai la chance de pouvoir prendre ce traitement, en tout cas de faire partie des cobayes. Et vous êtes une privilégiée, vous? Écoutez, je ne sais pas si jamais je m'en sors sans trop de dégâts, je vous dirais oui. Et pour l'instant, c'est vrai que franchement, c'est assez efficace.
C'est efficace, oui, vous le ressentez, ça se traduit comment en quelques jours de maladie là? On voit tout de suite une amélioration. On est moins fatigué. Alors après, moi, j'avais pas une forme sévère du coronavirus, mais j'ai profité que mon mari ait la possibilité de le tester pour le tester avec lui. Et même lui, il a plus de fièvre, il va beaucoup mieux. On voit tout de suite une nette amélioration dès les 24 heures qui suivent la prise des médicaments. Ouais, c'est le traitement contre le paludisme qui est en cours d'essai, donc effectivement grâce au professeur Raoult à Marseille. Bon, bah écoutez, on est heureux pour vous en tout cas, Laura. On est heureux que vous soyez avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Alors vous allez voir, on est à distance. Ça lui donc donne forcément, une voix incroyablement sensuelle en tout cas. Au téléphone, vous trouvez? Philippe. Ah bon? Moi j'entends Bonnie Tyler n'est rien à côté de la vôtre. Merci infiniment. Je sais pas si c'est un compliment parce que Bonnie Tyler, elle avait une voix quand même assez rauque, on va dire. Oui, mais justement, c'était très excitant. Et ça tombe bien. Non, mais ça tombe bien. Ça tombe bien parce que Bonnie Tyler est dans le Loft Music ce soir à partir de 20h. Figurez-vous, mon cher Philippe Bilger, vous allez pouvoir vous régaler. Oui, absolument. C'est extraordinaire. Voilà. Voilà. Bonnie Tyler est là. J'aimerais tellement vous voir chanter, Christophe. Non, mais là, aujourd'hui, non. Là, on va pas le faire. En tout cas, dans les vraies voix, écoutez, on essaie de s'amuser un petit peu, de vous informer, et puis on va débattre, avant de retrouver l'un des patrons de Lidl pour parler de la grande distribution et de l'approvisionnement vers 18h15 tout à l'heure, parce que il y a des petits problèmes qui commencent à se faire jour. Eh bien, les mesures en cours d'étude par le Parlement et le gouvernement. L'état d'urgence sanitaire pour lutter contre le coronavirus. En clair, le gouvernement se passe pratiquement complètement du Parlement dans les prochains jours pour prendre des décisions urgentes pour la santé publique, comme de possibles nouvelles restrictions de circulation. Notre débat, état d'urgence sanitaire, faut-il encore plus restreindre les libertés face au coronavirus? Êtes-vous prêts? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi, ça donne quoi pour le moment? Eh oui, et les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, où pour le moment c'est un grand oui à 70%. Eh bien voilà, nos invités, Frédéric Lapostole, urgentiste médecin au SAMU de Seine-Saint-Denis, Michel Bogas, secrétaire confédéral de Force ouvrière chargé de l'emploi, Marie-Christine Verdier-Jouclas qui nous rejoindra tout à l'heure, députée La République En Marche du Tarn. Avant de donner la parole à Frédéric Lapostole, Philippe Rossi, en quoi consiste concrètement cette loi d'urgence liée au coronavirus qui est en cours d'étude là? Eh bien, nul besoin de passer par le Parlement. Le Premier ministre qui a les pleins pouvoirs pourra prendre les mesures qu'il juge utiles par décret. D'un point de vue médical, alors cet état d'urgence sanitaire ne changera rien au fonctionnement du secteur de la santé. En revanche, et pour lutter efficacement contre l'épidémie, eh bien, Édouard Philippe pourra prendre des mesures limitant les libertés. On peut imaginer par exemple l'instauration d'un couvre-feu ou bien des horaires précis de sortie, même évidemment si le texte a retenu pour le moment de protéger les droits individuels, Christophe. Alors ce décret ou cette loi d'urgence sanitaire prévoit aussi de protéger les salariés ? Et oui, toujours par ordonnance, vous l'avez compris, le gouvernement pourra limiter les ruptures de contrat de travail, des licenciements pourront être refusés, mais également des ruptures de période d'essai. À l'inverse, si l'état d'urgence sanitaire soutiendra l'activité économique, eh bien ce sera au détriment de certains acquis sociaux. Et oui, Édouard Philippe pourra légiférer en faveur d'une limitation du repos hebdomadaire et des congés payés. Pour être bien clair, les 2,5 jours de congés payés acquis par mois appartiendront peut-être bientôt au passé. Enfin, le temps de l'état d'urgence. Quant au RTT, un régime plus restrictif pourra également être mis en place. Alors, du point de vue politique maintenant, quelles sont les conséquences de cette loi d'urgence ? Eh bien, l'état d'urgence sanitaire renforce le pouvoir de l'exécutif et oui, prendre des mesures par ordonnance donne un sérieux coup au débat démocratique. Alors, il est vrai que l'Assemblée nationale pourra donner son avis, mais attention, celui-ci ne sera que consultatif. Enfin, certaines mesures prises par ordonnance pourraient bien, in fine, s'inscrire dans le cadre d'une loi. Frédéric Lapostole, urgentiste médecin au SAMU de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup d'être avec nous une nouvelle fois dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Dites-moi, est-ce que cette loi d'urgence sanitaire vous paraît indispensable? Il faut que le gouvernement ait des pouvoirs élargis face à la maladie dans le secteur justement de la santé et de ce que vous faites au quotidien?
Je m'abstiendrai de répondre sur ces aspects politiques et je m'en remettrai plutôt, comme le disait le président de la République, à des considérations médicales et scientifiques. Donc je laisse les spécialistes du droit et de la politique et je suis sûr que si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Il y aura beaucoup de discussions sur cette façon de gérer les choses. Non, mais quand je vous pose champ de compétences, quand je vous pose cette question, ça ne devrait pas impacter le fonctionnement de l'hôpital très directement. Alors, quand je vous pose cette question, c'est évidemment aussi par rapport à ce qu'on a constaté ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on a constaté ces derniers jours? Qu'il y a effectivement ce confinement qui a été décidé et plein de gens qui, malgré tout, continuent de se balader, peut-être de se passer le coronavirus, etc. D'où l'importance peut-être qu'il y ait cette loi. Oui, enfin manifestement le cadre est déjà suffisant pour que les gens qui transgressent la règle soient verbalisés. Donc je ne sais pas bien, et encore une fois, je suis pas expert du cadre légal et réglementaire pour savoir si cette loi va changer l'application de la règle, qui est la règle et qui doit être maintenue. Par contre là-dessus, j'ai beaucoup moins de doutes qui est le confinement. C'est clair que tout doit, et puisqu'on a décidé de le faire, ça doit être fait de façon rigoureuse et après il appartient aux politiques de se donner les moyens de cet objectif. L'objectif, il est clair, c'est le confinement. Vous, en tant que professionnel de santé, quand vous avez vu ces images de Français qui continuaient de se balader, on a été obligé de fermer les plages aujourd'hui sur l'arc méditerranéen et pas que, du côté de la Bretagne aussi, etc. Vous vous êtes dit quoi? Je rêve, j'hallucine? Je me suis dit que peut-être il y avait des failles dans le civisme, mais c'est pas non plus une grande découverte quand on voit comment tout le monde s'est rué sur les rayons dans les magasins de façon complètement irrationnelle. Ça relève du même manque de civisme et peut-être, alors c'est plus difficile là d'en vouloir à nos concitoyens, peut-être de n'avoir pas pris complètement la mesure du problème que nous aujourd'hui nous mesurons parfaitement. Oui. D'ailleurs, le président de la République dit aujourd'hui que trop de Français prennent à la légère les consignes qui sont données, preuve que, évidemment, ça pose toujours un problème. Au niveau des urgences et de votre travail maintenant, tout d'abord en Seine-Saint-Denis, est-ce que la situation continue de se détériorer, si je puis dire, au niveau du coronavirus? Qu'est-ce que vous constatez ces dernières heures? Alors, il me semble que nous sommes dans une phase de transition, c'est-à-dire que les premières structures impactées ont été les structures pré- ou extra-hospitalières. À partir du moment où l'Italie a été atteinte et où les mesures de confinement ont débuté en Italie, on a vécu, nous, une augmentation assez brutale, rapide et totalement inattendue, largement au-delà de nos capacités, des sollicitations au SAMU et des sollicitations de la médecine de ville. D'abord pour des gens qui se posaient des questions, qui s'inquiétaient sur ce qu'il fallait faire, les contacts qu'il fallait maintenir, pas maintenir, et puis progressivement on est passé, et c'est complètement en train de changer entre hier et aujourd'hui, avec une diminution nette des appels pour des informations et une augmentation franche des appels pour des patients symptomatiques, et on commence à avoir des patients qui ont des formes inquiétantes avec une atteinte respiratoire qui correspond exactement à ce qui était décrit par les Chinois, à ce qui est observé c'est-à-dire progressivement une gêne respiratoire qui va faire que le patient qui était maintenu à domicile va devoir être pris en charge à l'hôpital pour recevoir de l'oxygène, et puis dans des formes encore plus critiques, être hospitalisé en réanimation pour avoir un support ventilatoire plus invasif, on va dire, de réanimation. Et on est clairement en train de passer d'un débordement du système pré-hospitalier vers une activité importante en intra-hospitalier. Combien de malades en Seine-Saint-Denis? Est-ce que vous avez le chiffre, par exemple, puisque vous êtes là? Oui, je vais vous donner des exemples sur la partie SAMU. J'ai pas encore, puisque c'est en train de changer, j'ai pas des chiffres encore précis sur la partie hospitalière. Ouais. Mais dans une saison, au mois de mars comme ça, actuellement, nous gérons quotidiennement 500-600 patients, et là, on est à plus de 2000. Ah oui, quand même. Donc on multiplie le dernier chiffre
chiffre de ce matin, c'était plus 279% d'augmentation de notre activité. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur un peu d'activité en plus. Tous les ans, on parle, quand il y a la grippe, des services d'urgence qui sont débordés, mais à ce moment-là, on est à 10 ou 20, 25%. Et donc là, on est à 10 fois ce qui nous fait déborder tous les ans. Donc c'est évident que ça ne peut pas passer sans conséquences. Frédéric Lapostole, encore une petite question. Est-ce que enfin vous avez des masques, tous? Est-ce que enfin tous vous avez des masques? Non. Toujours pas? Non. Pourtant, hier, on nous a dit que des masques allaient être distribués par dizaines, centaines de milliers, qu'il y avait des millions de masques qui arrivaient, etc. Et vous ne voyez toujours pas la couleur de ça? Alors on voit des bouts de masques, hein. Je ne vais pas vous dire qu'on en voit des pas. Bouts de masques avec ça. Voilà, on voit des bouts de masques, mais en tout cas, comme vous le savez, pour être complètement efficace, ces masques doivent être portés pendant une courte période, changés régulièrement, sur une journée de travail à l'hôpital aujourd'hui d'une douzaine d'heures, il aurait fallu que je consomme 4 ou 5 masques et on n'a clairement pas aujourd'hui la possibilité d'avoir 4 ou 5 masques chacun. Clairement pas. Évidemment. Notre débat, chers amis, dans les vraies voix sur Sud Radio. État d'urgence sanitaire, faut-il encore plus restreindre les libertés face au coronavirus? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter ou encore Facebook, et c'est un grand oui, puisque le oui augmente. On était à 65% et il y a quelques minutes, il passe maintenant à 71%. Et Greg qui nous dit, tiens, sur le compte Twitter de Sud Radio, il faut surtout, mon cher Christophe, une tolérance zéro. Les gens honnêtes vont encore dérouiller pour la stupidité de certains. Eh bah oui. Vous pensez quoi, vous, les vraies voix de tout ça et du fait qu'on soit obligé d'en arriver là, c'est-à-dire à un texte état d'urgence sanitaire pour arriver à faire respecter un certain nombre de choses? Philippe Binger, par exemple. Christophe, moi, tout ce qui est de nature à rendre plus efficace la lutte contre le coronavirus a mon assentiment total. Mais il serait, même de ma part, il serait absurde de s'arrêter là. Parce qu'on constate que depuis quelques jours, l'espèce de consensus tout à fait légitime pour lutter contre le fléau s'accompagne tout de même de critiques de plus en plus vives face à l'incurie, à l'imprévoyance, au manque de précautions et de matériel qui avait déjà été dénoncé avant le début du coronavirus. Et donc je me demande si l'état d'urgence sanitaire poussé dans ses extrémités, et encore une fois je ne le déplore pas en ce qui me concerne, n'est pas la compensation un peu triste qu'a trouvé le gouvernement par rapport à son absolu manque de prévoyance avant. Je suis obligé de constater que moi-même, lorsque j'étais réticent face aux protestations du monde médical, eh bien je me trompais totalement parce qu'en réalité aujourd'hui démontre qu'ils avaient totalement raison hier. État d'urgence sanitaire, faut-il encore plus restreindre les libertés face au coronavirus? Antenne ouverte dans les vraies voix, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Allô, bonsoir, c'est Mohamed de Perpignan qui est avec nous. Salut Mohamed. Oui, bonjour à tous et à toutes. Voilà, j'ai une idée, je sais pas, elle vaut ce qu'elle vaut. Est-ce qu'à un moment donné, pour la cigarette, pour l'alcool, on a montré des images choc, parce que vraiment, on s'aperçoit que les gens ne prennent pas conscience du danger. Est-ce qu'en montrant des images de quelqu'un qui souffre en réanimation, sans montrer son visage, mais vraiment, le risque qu'on a, ce on peut faire souffrir des gens parce qu'on respecte pas les règles. Est-ce que ça vaut pas le coup de diffuser sur les antennes ce genre d'images qui vont choquer peut-être un peu les gens, ils vont leur faire prendre conscience du vrai danger qu'ils font courir aux autres et à eux-mêmes? Eh bien écoutez, non mais je ne sais pas si vous regardez les journaux télévisés, alors à la radio c'est toujours un petit peu plus compliqué, on décrit les choses bien évidemment, mais dans les journaux télévisés, moi j'ai encore vu des images hier par exemple de patients pris en charge en Italie, et je peux vous dire effectivement que les gens qui sont dans un état difficile sur leur lit à l'hôpital, quand on les voit ça donne pas envie effectivement de tomber malade, pour être clair. Alors bon évidemment on va pas faire des photos, on va pas les mettre sur des paquets de cigarettes comme là
là on parle à l'instant de ça avec les photos qui ont été mises sur les paquets de cigarettes pour dissuader les gens de fumer. Ça a plutôt pas trop mal marché, quoique, bon, on a 1 million de fumeurs en moins en France. Après, est-ce que c'est d'une efficacité absolue et totale? On a l'impression que non quand même. Donc c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est une question difficile. Laura? Oui, non, mais je pense surtout que tant qu'on n'est pas touché dans son entourage, qu'on ne connaît pas quelqu'un qui a une forme grave du Covid, ça ne marche pas. Et nous, à Nice, vous ne pouvez pas vous imaginer hier le nombre de témoignages que j'ai reçus, de photos, de gens qui sortaient avec leurs enfants parce qu'ils pensaient que non, le fait d'être en plein air, c'est pas grave. Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est ce que vous disiez. Et en fait, ils n'ont pas conscience. Et quand ils voient des cas comme le mien où c'est pas grave, c'est pas non plus quelque chose de positif parce qu'ils disent finalement c'est comme une petite grippe, on va être malade 4-5 jours et ils se rendent pas compte qu'on est contagieux avant les premiers symptômes et qu'on peut tuer des personnes. Et c'est vraiment ça dont il faut prendre conscience. Et il faut qu'on verbalise. Nous, il y a des policiers à Nice qui se sont fait agresser parce qu'ils ont osé demander à des coureurs leur attestation sur la promenade des Anglais. Ouais. Mais ça, c'est vraiment scandaleux. Alors après, vous aviez aussi les gens qui sont un peu déconnectés et ne savaient pas qu'il y avait cette situation. Donc, ils se sont retrouvés dans la rue en disant « Ah bon, on peut pas sortir? Ah bon ?» Bon, voilà. Des gens qui n'ont pas Internet parce qu'on n'y pense pas ou peut-être pas assez, mais on nous dit d'imprimer un document qui est sur Internet et de le remplir. Je rappelle quand même qu'en France, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas forcément Internet, qui sont dans des zones difficiles, des zones blanches. Même dans les grandes villes, il y a des zones difficiles au niveau de l'Internet et encore plus à l'heure actuelle parce que les téléphones marchent à plein régime et Internet aussi, puisqu'on est tous chez nous. Donc c'est quand même très compliqué, mais il faut faire en sorte de rester chez soi. Oui, Philippe. Et ce que je constate quand on est obligé de sortir de chez soi, c'est de voir avec quelle difficulté les gens respectent la distance qu'il faut avoir. En réalité, ils circulent comme on le faisait hier, quoi. Ils sont prêts à frôler autrui et n'ont pas intégré le fait qu'il faut dorénavant avoir une distance par rapport à autrui. C'est un réflexe qu'ils ont du mal à adopter. En même temps, c'est pas si facile que ça non plus, parce que quand vous êtes dans la rue et que vous allez à votre supermarché, par exemple, avec votre attestation pour aller faire les courses, vous avez des gens qui arrivent d'un côté, de l'autre. À chaque fois, il faut qu'il y ait au moins 1 mètre entre tout le monde. Ça paraît complètement irréalisable, honnêtement. Ça paraît complètement irréalisable. Christophe, il faut y penser. Et ce qui est absolument dingue, c'est quand on voit, il y a une vidéo qui est virale sur Twitter, c'est un véhicule de police, une berline, une petite voiture, qui s'arrête, comme on dit, dans un quartier avec des jeunes au bord de la route, qui leur disent, écoutez, c'est le confinement, faut rentrer chez vous. Et les jeunes qui leur répondent, allez, sortez à 3 contre 3, on fait la baston. Et les mecs sont restés, ils sont une quinzaine, dehors, sans aucun problème. Sans le moindre commencement de début de problème. Question, où est l'état de droit ? Où est l'état de droit? C'est pour les ça, couillons, c'est nous qui sommes enfermés chez nous. Oui, calmez-vous, ça va aller. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans un certain nombre de lieux, que ce soit dans certaines villes, certains quartiers ou certaines plages huppées, eh bien, on a ces problèmes-là de rassemblement de gens. Donc voilà. État d'urgence sanitaire, faut-il encore plus restreindre les libertés face au coronavirus? C'est notre débat. Continuez d'appeler, on vous attend 0826 300... Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio, ils sont venus, ils sont tous là. Laura Tenucci, Philippe Bilger, Philippe David et Philippe Rossi. Et notre débat, état d'urgence sanitaire, faut-il encore plus restreindre les libertés face au coronavirus? Antenne ouverte évidemment, 0826 300 300. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi, tiens, ça donne quoi? Et les réseaux sociaux, alors c'est un grand oui à 66% sur le compte Twitter de Sud Radio, et puis ça change un petit peu si on va sur le compte Facebook de la radio, c'est un oui encore plus grand, j'ai envie de dire, oui à 76%. Bon, et vous pouvez évidemment, je le répète, laisser vos commentaires sur la page Facebook de Sud Radio avec vos coordonnées, on vous rappelle, et la page d'entraide, coronavirus, Sud Radio, solidarité, toutes les bonnes astuces. Tiens, par exemple, pour s'occuper le week-end prochain, premier week-end de confinement, ça va pas être simple pour tout le monde. Nos invités, Michel Bogas, secrétaire confédéral de Force ouvrière chargée de l'emploi, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée La République En Marche du Tarn, va arriver dans quelques instants. Je m'adresse d'abord aux
aux vraies voix. Eh bien, quand on parle évidemment d'état d'urgence sanitaire, ça veut dire aussi que la loi va concerner par exemple les entreprises. Philippe David, vous qui êtes un ancien chef d'entreprise, est-ce que vous avez regardé un peu, vous avez écouté tout à l'heure Philippe Rossi, est-ce que vous avez regardé un petit peu à quoi il faut s'attendre avec ce texte sur l'état d'urgence sanitaire pour les salariés ? Il faut s'attendre à pas grand-chose, parce que malheureusement, si les entreprises ne fonctionnent pas, c'est pas un problème de loi, c'est un problème qu'il n'y a plus de matériel pour les faire travailler. Oui, quand même non, mais ça veut dire quand même interdiction de licencier, pardon, hein, mais oui, mais alors l'interdiction de licencier, ça je demande à voir, exemple. Parce que oui, mais si la banque le problème, c'est que dans ces cas-là, ça veut dire que c'est l'État qui décide à la place des banques. Mais quand vous êtes entrepreneur, et je l'ai été pendant pas mal d'années, c'est pas l'État qui décide, c'est qu'on vous coupe les vivres. Et si vous n'avez pas le droit de licencier les gens, mais que vous n'avez plus d'argent en caisse pour les payer, comment vous faites ? Enfin, sauf que là, je vous rappelle quand même, puisque vous avez l'air de l'avoir oublié, peut-être d'ailleurs qu'on ne nous dit pas les choses assez clairement, je ne sais pas, mais que le gouvernement a décidé quand même de débloquer plusieurs dizaines de millions d'euros, notamment pour soutenir les entreprises, pour soutenir leur trésorerie, pour soutenir les salariés de manière à ce qu'ils ne soient pas licenciés. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais on peut se dire quand même que ce soutien plus ce qui est décidé dans ce cadre-là d'état d'urgence sanitaire peut permettre aussi de sauver des entreprises et des salariés. Oui, mais j'ai peur que ça reste au stade du vœu pieux. J'en ai très peur. Les intentions... on va demander. On va demander à Michel Bogas, parce que lui, il s'y connaît un petit peu. Il est syndicaliste Force ouvrière chargé de l'emploi. Michel Bogas, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, l'état d'urgence sanitaire peut-il mieux protéger les salariés ? C'était la discussion que j'avais à l'instant avec Philippe David, l'un de nos chroniqueurs, l'une de nos vraies voix, qui me disait « Je n'y crois pas un seul instant ». Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est une de nos interrogations et de nos préoccupations, parce que nous sommes dans le cadre d'injonctions un peu contradictoires entre ceux qui disent restez chez vous et puis le ministre de l'économie qui dit non, il faut aller travailler pour continuer à produire. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de protéger absolument la santé des salariés dans ce cadre aujourd'hui, dans ce cadre de cette pandémie qui arrive, et puis surtout les protéger maintenant pour leur santé, mais les protéger aussi demain dans le cadre d'une future relance, parce que on craint qu'effectivement il y ait une espèce de récession, et donc qui dit récession dit moins d'emplois et plus de demandeurs d'emploi, et donc on rentrerait dans un cercle un peu vicieux qui nous ferait perdre tous les bénéfices de ces dernières années. Oui, alors justement, puisque vous parlez des bénéfices de ces dernières années, exemple de ce qui apparaît visiblement dans le texte, les congés payés que l'on pourrait nous obliger à prendre maintenant pour soulager les finances des entreprises. Est-ce que ça, par exemple, c'est acceptable ? Est-ce que c'est une idée qui est acceptable de dire aux gens, puisque la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, eh bien, on vous oblige à prendre vos congés payés ? Alors, ce n'est pas acceptable de façon unilatérale, telle que le fait le gouvernement. Ça doit pas être, cette pandémie, cette crise due au coronavirus ne doit pas être le prétexte de déconstruire le code du travail. Ça doit se faire dans les entreprises par discussion avec les délégués du personnel, avec les représentants du personnel. C'est-à-dire que, entreprise par entreprise, on peut en discuter, mais l'État ne peut pas décider seul d'un droit qui est écrit à congé payé. C'est le salarié qui choisit ses congés payés, sauf dans certains cas où il doit prendre, par exemple, au moins 12 jours l'été, vous voyez. Mais c'est pas l'État qui choisit les dates et quand on doit pouvoir les prendre. Sauf que là, on est dans une situation exceptionnelle, je vous rappelle quand même. Cet état d'urgence sanitaire peut le prévoir. Soit, sauf que à aujourd'hui, tout ce que fait l'État, c'est pour protéger les entreprises. Et l'État va émettre quelques milliards pour protéger les entreprises. Je rappelle. Protéger les entreprises, c'est aussi protéger les salariés, Michel Bogas. Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, par exemple, en cas d'activité partielle, l'entreprise est remboursée à 100%. Alors que le salarié, lui, a son maintien de salaire à 70% du brut, ce qui fait 84% du net, donc il perd du salaire. Par contre, à la fin du mois, le loyer, le prêt de la maison, le pain, les courses, tout ça, ça va pas baisser de 16%. Donc on doit aussi, de ce sens-là, protéger les salariés. Toujours dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les 35 heures peut être suspendues parce que vous le savez bien,
il y aura beaucoup de malades, il y aura beaucoup de personnes qui seront confinées chez elles, etc. Et qu'en même temps, il va falloir continuer à produire pour les services et les entreprises dites essentielles. Alors bon, il y a la santé évidemment en ce moment, mais on va parler dans quelques instants dans les vraies voies de la grande distribution par exemple, des commerces, etc. Est-ce que ça c'est acceptable, cette suspension des 35 heures vu la situation ? Eh bien, écoutez, pour nous, ce qu'on pense, c'est que justement, c'est de restreindre le temps d'ouverture des grandes surfaces et des magasins pour justement que les salariés n'aient pas à faire des grandes amplitudes horaires, pour pouvoir les protéger, mais aussi pour le travail de nuit, etc. Je rappelle quand même qu'il y a encore à peu près 5 millions de demandeurs d'emploi dans ce pays et qu'on part soit des contrats à durée déterminée, mais qu'on pourrait embaucher du monde pour pouvoir travailler et donc comme ça protéger la santé de l'ensemble des salariés. Et non pas détricoter encore une fois le code du travail. Vous parliez il y a quelques instants de la protection des salariés. Quelles sont les remontées que vous avez aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de secteurs. On a beaucoup parlé de la santé. On avait tout à l'heure un représentant du SAMU avec nous qui nous disait on n'a toujours pas de masque par exemple. Bon, soit. L'agroalimentaire demande à son tour des masques. Et quelles sont les remontées que vous avez du terrain? Est-ce que beaucoup de salariés sont en colère parce qu'ils ne se sentent pas protégés aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors beaucoup de salariés sont effectivement en colère, mais surtout très inquiets pour leur santé, celle de leur famille. Par exemple, dans l'agroalimentaire ou dans, encore une fois, les grandes surfaces. On vient d'installer seulement, là, il y a aujourd'hui ou hier, que des plexiglas devant les hôtels de caisse, alors que dans la plupart des magasins... Pas partout. Non, pas partout, justement. Et alors que dans les magasins, vous avez ce qu'on appelle le self-scanning ou alors des caisses automatiques. On pourrait privilégier ça. Juste le temps que effectivement l'ensemble de la population soit à l'abri de ce virus, plutôt que de les exposer très directement. D'autant plus que pour se protéger, on le sait tous, et vous devez y avoir un médecin avec vous à l'antenne, et on sait que le masque, si vous n'êtes pas malade, vous protège pas. En fait, le masque, il faut le porter que pour vous éviter de transmettre la maladie. Donc, les éléments de protection, eh bien, c'est. Mais est-ce que les entreprises, est-ce que les salariés, par exemple, ont du gel dans les entreprises aujourd'hui, du gel hydroalcoolique dans la plupart des entreprises ou pas? Non, ça manque partout. Vous avez bien vu, en fait. Après, il y a le comportement aussi lambda des Français consommateurs qui sont précipités dans les pharmacies pour acheter en quantité du gel ou des médicaments, alors que ce gel, ces masques, ces gants sont nécessaires non seulement pour les soignants, mais aussi pour tous ceux qui sont là tous les jours pour pouvoir vous procurer votre alimentation. Ouais. Philippe Binger, vous venez d'entendre notre syndicaliste. Vous avez envie de lui répondre quoi, notamment sur ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le texte concernant l'état d'urgence sanitaire prévoit un certain nombre de choses qui peuvent paraître difficiles à avaler, hein, si je puis dire. C'est vrai que si demain les congés payés, on nous oblige à les prendre, ou bien si on en suspend une partie, si les 35 heures sont suspendues parce qu'il faudra bien du monde pour quand même travailler un minimum, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce qu'il a dit ? D'abord, Christophe, je reprends mon propos de tout à l'heure. Je crédite presque d'autorité le gouvernement d'une bonne foi dans l'exercice des missions qui lui sont confiées. Et au fond, j'approuve les principes de l'action qu'il met en œuvre, même dans un système d'urgence où probablement des libertés vont être réduites puisque c'est pour le bien commun. Mais en même temps, je suis tout à fait sensible à ce que vient de dire notre ami et je n'aurai pas la présomption de le contredire parce que il est évident que lorsqu'il parle d'injonctions qui peuvent apparaître contradictoires entre d'une part l'obligation de rester chez soi et d'autre part des injonctions de Bruno Le Maire et du président hier d'aller travailler autant que possible sans qu'on soit assuré des moyens de sauvegarde et de protection, je comprends totalement l'inquiétude de la personne qui vient de nous brosser ce tableau finalement très préoccupant et peut-être à juste titre. Vous êtes toujours les bienvenus au 0826 300 300, antenne ouverte, je le rappelle. Philippe Binger, on l'a entendu. Philippe David.
Oui, justement, je voudrais revenir sur quelque chose qui me semble important. Dire que maintenant, les gens en confinement sont en congé payé. Mais c'est le truc qui ne veut rien dire. S'il y a 2 mois de confinement, on va dire aux gens, ben voilà, vous allez avoir 1 mois, c'est votre congé payé, et le mois d'après, vous avez 0. Comment on va faire? Et puis, l'économie, ça redémarre pas comme ça. Je vais vous prendre un exemple. On en parlait il y a quelques jours, avant même le confinement, mon cher Christophe. Je vous disais, les usines PSA vont tomber à l'arrêt parce qu'elles n'ont plus de pièces qui viennent du nord de l'Italie. Vous vous en souvenez, les fameuses pièces de plastique dont on parlait. Mais si les autres pays ne réagissent pas comme nous, on va réouvrir des usines qui n'auront pas de pièces pour fonctionner. Cette crise nous montre que nous sommes tous imbriqués les uns dans les autres. D'accord. Il faudra de toute façon un peu de temps pour que ça redémarre quand ça arrivera. Parce qu'on n'en est pas là, loin de là. Hein. On en est très loin, malheureusement. Et le souci, c'est que, je le répète, on est encore une fois dans le vœu pieux. J'ai reçu un message, là, pendant qu'on discutait, une amie chef d'entreprise qui me dit, ils sont sympas de nous dire qu'il faut qu'on travaille. Elle est bureau d'études bâtiment. Elle me met, on nous interdit de travailler. Parce qu'elle est en train d'écouter les vraies voix. Mais c'est vrai, on nous interdit de travailler. Elle me dit, moi, on m'interdit de travailler. Mais comment je fais si on m'interdit de travailler? Je vais pas travailler. Oui, c'est vrai qu'en plus, il y a un peu de schizophrénie gouvernementale. En plus, le BTP a demandé hier, effectivement, d'interrompre toute activité. Donc là aussi, on va voir comment ça va se dérouler. Mais c'est vrai que une grande partie de la France aujourd'hui est à l'arrêt. C'est une réalité. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas très bien entre, d'un côté, le gouvernement et le président notamment qui dit il faut aller travailler, comme Bruno Le Maire hier. Et puis, en même temps, restez chez vous. C'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre. Alors au départ, moi j'avais quand même compris, me semble-t-il, que c'était pour les métiers indispensables, les secteurs indispensables. Bon, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est quand même très très compliqué, effectivement, de bien comprendre ce que veut dire le gouvernement à ce sujet. Je pense qu'en réalité, il faudrait mettre tout le monde en confinement, que c'est très compliqué parce qu'il faudra quand même bien continuer à nourrir la population, etc. Et qu'il faudra bien que certaines personnes s'en chargent de toute façon. Allez, on y va. Notre débat, état d'urgence sanitaire, faut-il encore plus restreindre les libertés face au coronavirus? Antenne ouverte, je le disais, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Allô, bonsoir. Jean-Baptiste de Marseille est avec nous. Bonsoir, Jean-Baptiste. Oui, bonsoir. Ça va, Jean-Baptiste? Oui, je vous entends très bien. Vous êtes où à Marseille? Je vous entends très bien. Pardon, j'avais un mauvais retour. Donc, je suis sur Marseille. Oui. Et je voulais intervenir. Donc, je suis médecin, j'ai 38 ans. Oui. Et je voulais intervenir donc, sur l'histoire du confinement, mais plus globalement sur la stratégie qu'on est en train de... dans laquelle on est engagé. Oui, alors justement, donc, restreindre les libertés face au coronavirus avec cet état d'urgence sanitaire, vous qui êtes médecin, c'est absolument indispensable là pour venir à bout de la maladie ou pas? Moi, je pense que, c'est du bon sens de confiner les gens, mais point trop n'en faut. Je pense que maintenant, on devrait passer une stratégie qui fonctionne, parce que si on regarde bien, en Espagne et en Italie, on ne peut pas dire que ça ait franchement fonctionné le confinement, pour l'instant. Sauf à me démontrer le contraire, mais peut-être dans 6 mois, les études montreront que... Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en Italie, j'ai plus en tête la commune qui avait été la plus fortement impactée dès le départ. Voilà, exactement. A priori, ça va un peu mieux dans ce coin-là. Le confinement a été très dur et presque total. Après, c'est vrai que plus globalement, pour l'instant, l'Italie a battu, si je puis dire, son record de décès hier, avec plus de 400 personnes. Donc c'est vrai que c'est assez troublant, bien évidemment. Mais alors, j'ai envie de vous dire, si ça marche pas, on se demande ce qu'il faudra faire quand même. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être voir les choses. Nous, à Marseille, on a quand même la chance. Je sais qu'il est décrié en ce moment parce qu'il fait de la com, il essaie de faire de la com et de se faire entendre. On a la chance d'avoir le centre de référence en maladie infectieuse en France. Et les mecs, c'est pas des pitres, quoi. L'IHU, c'est les gens qui sont le plus publiés, qui ont le plus publié en Europe, les chercheurs qui publient le plus en Europe, et c'est les gens qui sont le plus cités au monde dans les publications scientifiques en infectiologie. Donc que ça déplaise à la PHP, mais c'est comme ça. Donc l'histoire. Mais vous parlez du professeur Didier Raoult? Oui, complètement, oui. Mais Didier Raoult, ça commence à fonctionner. Mais il est pas contre le confinement. Il est pas contre le confinement. Moi, je suis pas contre le confinement. C'est pas ce que je veux dire. Moi, je dis que maintenant, on devrait passer une stratégie qui a fonctionné en Corée du Sud, c'est-à-dire diagnostiquer, c'est ce qu'il dit, et traiter. Mais au lieu de dire que le test de dépistage ne se fait que pour les cas sévères, etc., on se demande même à quoi faire, parce que si on dépiste qu'on est positif,
qu'on soit sévère ou pas, on s'en fout un peu. À partir du moment où vous êtes en détresse respiratoire et que vous êtes en réanimation, on se fout de savoir si vous avez un coronavirus, une grippe, ou enfin à partir du moment où c'est viral et qu'il n'y a pas trop de choses qui marchent sur le traitement. Bon, à part avoir une médaille en chocolat, on s'en fout un peu. Donc maintenant, si on des pistes, c'est pour essayer quelque chose qui est susceptible de marcher, quelque chose qui a été employé par les Chinois, qui a été employé par les Coréens, qui est recommandé en Arabie Saoudite, puisqu'ils ont eu le MERS-CoV, donc il y a quand même des gens qui s'y connaissent en coronavirus, je crois qu'il a été employé à Taïwan, enfin en tout cas chez les Asiatiques. Bon, alors là où vous avez raison, Jean-Baptiste, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Moi j'ai l'impression qu'il y a surtout une guéguerre entre les gens de Paris, et pourtant je suis pas du tout dans ce genre de truc, le sud, le nord, le machin, mais il y a la PHP qui veut faire passer ses études sur des antirétroviraux qui coûtent un bras, parce que ça coûte 2000 € la boîte. Hein. Alors, je sais pas Ah oui, 2000 € la boîte, oui. Non, mais enfin, je dis ça comme ça, 2000 €, mais c'est extrêmement cher les antirétroviraux. Hein. Faut pas se leurrer, c'est pas 10 centimes le comprimé, quoi. Hein. Oui. On vous fait croire qu'il y aura un vaccin. Moi, je suis prêt à vous rappeler dans un an et on rediscutera du dit vaccin sur les coronavirus. En tout cas, par rapport au professeur Raoult, il faut quand même dire une chose, c'est que Sanofi, visiblement, a fait savoir qu'ils étaient prêts à aller à grande échelle dans le sens du professeur. On va voir ce que ça va donner, évidemment, avec ce traitement contre le palu qui a l'air de marcher, puisque Laura, qu'on entend avec nous, qui est au téléphone, c'est pas facile, ma pauvre Laura, au téléphone, mais bon, c'est comme ça. Non, mais j'ose pas vous couper, mais c'est vrai que moi, ça marche très bien, et j'ai plusieurs personnes autour de moi qui avaient des cas beaucoup plus sévères, qui ont pris le traitement, et ça marche très très bien. Le problème aujourd'hui, c'est que forcément, ça se fait un peu sous le manteau, parce que quand vous demandez à un médecin une ordonnance, il veut pas prendre le risque parce qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être compliqués. Donc c'est vrai que on en vient un peu à de l'automédication, mais d'après ce que j'ai compris, le gouvernement céderait un peu et reconnaîtrait que Didier Raoult a eu raison. Donc si demain c'est une solution, ça permettra d'accélérer énormément la guérison. En tout cas, par rapport à ce que vous dites, Jean-Baptiste, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'effectivement, on entend tout et son contraire sur les tests pour les personnes susceptibles d'avoir le coronavirus. On entend des médecins qui disent ça sert à rien maintenant que le coronavirus est partout de faire des tests. Moi, je l'ai encore entendu ce matin. Je suis toujours un peu effaré par ce genre de propos. Et puis on entend des gens comme effectivement le professeur Raoult ou vous, qui êtes médecin, qui disent il faudrait le faire de manière large dans la population pour savoir. Voilà. Allez, on continue. 0826 300 300. Merci beaucoup Jean-Baptiste de Marseille d'avoir été avec nous. Laurent de Montpellier nous rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. État d'urgence sanitaire, faut-il encore plus restreindre les libertés face au coronavirus? Quel est votre sentiment? Alors écoutez, moi je prends les phrases de notre président M. Macron, qui a bien dit que nous étions en guerre contre ce virus, et que je sache jusqu'à preuve du contraire, quand nous sommes en guerre, les troupes sont devant, c'est-à-dire les soignants, et derrière la logistique et l'intendance est au travail. Il n'y a pas de confinement pendant la guerre. Personne ne se confine. Tout le monde va exercer son travail pour aider les combattants. C'est comme ça que ça se fonctionne. Donc je comprends. C'était une image qu'il a utilisée forcément. Non, mais moi c'est une image aussi, mais alors par des mesures barrières, nous pouvons aller travailler dans beaucoup de secteurs quand même. Hein. Celui qui va dans une vigne, au champ, dans un champ ou en forêt ou dans le bâtiment, pour ma part, les maisons sont assez grandes pour pouvoir travailler chacun dans sa pièce et ne pas trop se croiser. Hein. C'est ça la réalité. Ouais. Hein. Donc nous pouvons travailler. Les conducteurs de bus, j'en ai vu. J'ai vu aussi des tramways circuler à Montpellier. Donc je pense que pour gagner une guerre, il faut de l'intendance et de la logistique qui fonctionnent derrière. Sinon, nous ne gagnerons rien du tout. Voilà. Et pour l'instant, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien pour vous, là? Eh bien, complètement. Vous voyez les policiers sans masque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La police nationale n'a pas puisqu'on nous dit que les masques ne servent à rien si on n'est pas malade. Eh bien, peut-être, oui, mais alors, attendez. Les masques FFP2 servent pour ne pas recevoir les projections des autres. Ça fonctionne, ça. Écoutez, on va poser la question. Oui, on va poser la question. Juste une chose, on va poser la question dans un instant à notre invité, député La République En Marche, qui va être avec nous dans quelques secondes. Laura. Non, mais il y a aussi autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui sont asymptomatiques, donc qui sont porteuses du virus. Et qui ne se rendent pas compte. De personnes dans la police qui sont porteuses du virus, donc qui peuvent contaminer et qui n'ont pas de masque. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué comme situation et assez paradoxal dans ce qu'on entend.
Philippe, rapidement. Je trouve, il est évident que le manque de tests, le manque de gel, le manque de masques, au point que quelqu'un qu'on a beaucoup entendu à Sud Radio a dit que si tout le monde avait des masques, il est évident que ça réduirait l'ampleur de l'épidémie. Je crois que c'est un tragique manque dans la lutte contre le corona et qui montre à quel point nous avons eu un gouvernement qui avant a été totalement imprévoyant. Et ça, c'est dramatique. Le personnel, le professeur Juvin, tout le personnel hospitalier se plaint du manque de cette infrastructure capitale. On continue sur l'aspect politique de l'état d'urgence sanitaire avec vous, Marie-Christine Verdier-Jouclas. Bonsoir. Bonsoir. Députée La République En Marche du Tarn, merci d'être avec nous. On a 3 minutes, donc il va falloir faire vite. Voilà. Comment tout d'abord évolue la maladie dans le Tarn à l'heure qu'il est ? Écoutez, pour l'instant, on est, on va dire, épargné dans la mesure où je crois qu'on doit comptabiliser maximum une quinzaine de cas. Donc ça nous laisse le temps de nous préparer quand on aura le pic, parce que je pense qu'on aura le pic comme tout le monde. Pour autant, économiquement, on est comme les autres. Les entreprises sont impactées, sont touchées. Donc il y a des cellules qui ont été mises en place et ça fonctionne très très bien. Et on va dire que les Tarnaises et les Tarnais, globalement, respectent les consignes de confinement. Voilà. Ah, ben voilà au moins des gens bien éduqués. Ça, c'est bien, parce qu'on n'a pas vu ça dans certaines grandes villes. Vous savez, on a de la chance parce qu'on est dans la ruralité, on est dans des petites communes, donc la majorité ont des maisons avec un bout de jardin où peuvent sortir. Enfin, je comprends que ceux qui sont dans les villes et en appartement, ça peut être plus compliqué. Pour autant, c'est aussi parce que dans les villes, il y a plus de monde qu'il faut être encore plus rigoureux. L'état d'urgence sanitaire, ça veut dire quoi pour vous ? L'état d'urgence sanitaire, ça veut dire la capacité de prendre des décisions qui seront fondées, qui seront mesurées, qui seront proportionnées en fonction de l'évolution du virus. Donc là, il s'agit pour l'exécutif, attendez, il faut quand même rappeler que l'exécutif pourra prendre des décisions sans passer donc par le Parlement pour essayer d'endiguer la maladie, mais des décisions qui peuvent être difficiles à vivre, quoi, je veux dire. Un confinement encore plus dur, par exemple. Certainement, mais je crois qu'il faut qu'on ait confiance dans notre exécutif et c'est le rôle du Parlement à un moment donné aussi de faire confiance dans l'exécutif en lui donnant la possibilité d'agir par ordonnance. Il n'en reste pas moins que l'Assemblée nationale continue à fonctionner un petit peu avec des restrictions. Donc tous les mardis, il y aura les questions d'actualité avec uniquement le minimum de députés nécessaires pour pouvoir demander au gouvernement de rendre des comptes. Donc de toute façon, le contrôle, il sera là, il pourra s'exercer. Donc ça ne veut pas dire que le débat démocratique sera mis entre parenthèses pendant cette période de coronavirus. Pas du tout, oui c'est ça, enfin, oui ça veut dire ça, il ne sera pas du tout mis entre parenthèses dans la mesure où c'est la Constitution et les questions d'actualité doivent être conservées impérativement avec moins de députés parce qu'on doit montrer l'exemple aussi et respecter les consignes, mais c'est comme ça qu'on pourra contrôler l'exécution du gouvernement. Je crois que c'est important, mais en même temps il faut qu'il puisse prendre des décisions très très rapidement parce qu'on ne sait pas demain encore comment ça pourra évoluer. Il faut qu'on puisse s'adapter très rapidement. Merci beaucoup Agnès Verdier-Jouclas d'avoir été avec nous quelques minutes. Malheureusement, j'aurais aimé vous garder beaucoup plus dans les vraies voix. Notre débat. État d'urgence sanitaire, faut-il encore plus restreindre les libertés face au coronavirus ? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi, ça donne quoi pour le moment ? Eh oui, score définitif. Alors là, c'est aussi bien sur Twitter que sur Facebook. C'est un grand oui à 77%.